Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est vous donner des points clés qui vont vous permettre de vous y retrouver dans les taux de statistiques. Et on va voir que grâce à l'analyse de ces taux, vous allez pouvoir optimiser vos campagnes emailing. Et enfin, on verra quelques pièges les plus communs qui peuvent donner assez facilement une fausse interprétation. J'essaierai aussi de vous présenter des solutions concrètes pour améliorer vos statistiques, sachant que c'est variable suivant l'activité. Donc ça peut être une boutique e-commerce, de la prospection, de la fidélisation. Donc justement, on va passer en détail, donc c'est assez général, hein, mais on va passer en détail les différents types de campagnes. Donc les campagnes de prospection, c'est destiné à vendre des produits ou des services, à détecter des clients potentiels. Les campagnes de fidélisation ou parfois de satisfaction, ça permet de garder le contact avec ses clients. Donc c'est assez important de connaître leurs attentes, leurs différents problèmes. Les campagnes d'invitation, donc là on est plus dans l'organisation d'événements. Ça permet d'inviter des gens à un événement, de gérer les réponses et de relancer pour remplir l'événement, pour remplir la salle si c'est en physique. Et enfin, les campagnes d'information, où là, on est plus sur de la communication plus générale sur les nouveaux produits ou les services d'une société. Donc tout ça, bien sûr, ça peut se faire en B2B ou en B2C. Donc B2B quand c'est la communication vers les entreprises et en B2C quand c'est la communication vers les particuliers. Donc lorsque vous préparez une campagne, c'est très important que vous sachiez dans quel cas vous vous trouvez, dans quel type de campagne vous vous trouvez, parce que ça va vous permettre de définir les objectifs. On ne peut pas lancer une campagne sans avoir défini clairement un objectif. Et une fois que la campagne est prête, donc il faut se mettre à la place d'un internaute et essayer de voir objectivement si c'est cohérent avec ce qu'on veut en tirer. Pour une campagne de prospection, donc il faut se demander si l'offre est claire, si elle est adaptée à la cible. Surtout si le destinataire sait exactement ce qu'il doit faire s'il est intéressé, hein, la prochaine étape. On a tous reçu des mails de présentation d'une société qui n'invitait à aucune action. Voilà, c'est l'extrême, c'est un mail de présentation de la société, on fait telle et telle chose et voilà, il y a à peine un numéro de téléphone et voilà, c'est pas très performant. Si je ne sais pas exactement ce qui m'est proposé après avoir lu un message, c'est un échec. Pour une campagne d'invitation, donc ce sont des messages courts qui indiquent rapidement la date, le lieu, le programme et qui mettent en avant l'appel à l'action. Donc là, c'est l'inscription. Ça peut être un bouton d'inscription, ça peut être aussi un lien dans le corps du texte. C'est pas mal parce que ça permet d'interagir directement dans la lecture, surtout si la personne survole en diagonale. Donc, après chaque envoi sur une plateforme emailing, de routage emailing, on a des statistiques. Ces statistiques donnent des informations très utiles. Je vais vous donner quelques exemples de conclusions, d'informations qu'on peut tirer de ces statistiques. Et bien sûr, on reviendra sur chaque taux en détail après. Donc, ça permet d'anticiper ses prochaines campagnes, donc de détecter quelle thématique intéresse le plus ces internautes. On peut voir le taux de clic sur chaque produit en général, ou sur chaque offre, s'il y a des liens différents dans ma campagne. Ça permet de savoir clairement quelles sont les attentes prioritaires de mes destinataires. Et ensuite, ça permet de faire des campagnes thématiques dédiées sur les thématiques avec l'intérêt le plus fort. Ce qui nous amène aussi à la stratégie de tester différents objets, de tester différentes campagnes. L'objet de la campagne, le nom de l'expéditeur, c'est très important. Quand on reçoit un mail, on sait à peu près en 3 secondes si on va l'ouvrir ou pas. Et ça, c'est pas ce qu'il y a dans le mail qui le définit, c'est l'objet et l'expéditeur.
Donc oui, effectivement, Isabelle, on peut faire de l'A/B testing, c'est-à-dire tester plusieurs objets sur une même campagne. Donc mettre 2, 3, 4 objets, envoyer une partie de la campagne, donc en général 10%, 20%, et ensuite, donc, de manière manuelle ou automatique, envoyer le reste de la campagne sur l'objet qui a le mieux marché. Donc c'est valable pour l'objet, c'est valable aussi pour le corps du message, hein, l'A/B testing. Voir la landing page, on en parlera un peu plus loin. Donc voilà, mais tant qu'on n'a pas ouvert le message, on est vraiment sur l'expéditeur et sur l'objet, donc on en parlera plus tard, mais c'est très important de bien les soigner. Une fois que le message a été ouvert, on a la possibilité de segmenter sa base de données. C'est une bonne piste d'amélioration. On peut voir si les statistiques varient, suivant la classe d'âge par exemple, suivant la situation géographique, si on a laissé ces données dans le fichier d'envoi. Et bien sûr, les stats servent à améliorer le fond et la forme du message. Donc notamment les stats de taux de réactivité. Ça nous aidera pas mal sur ce point. Les stats permettent de mesurer la qualité de la base. Donc certains indicateurs des stats peuvent indiquer, dans les cas extrêmes, un problème dans le fichier des destinataires ou sur le mode de collecte. Par exemple, on a des statistiques géolocalisées après une campagne. Si on a des ouvreurs dans le monde entier alors que la campagne est ciblée sur la France, il faut que je revoie le fournisseur du fichier ou le mode de collecte. Pareil, si on a un taux de NPI excessif, NPI c'est les mauvaises adresses, on n'habite plus à l'adresse indiquée. Donc voilà, bon, sur une première utilisation, c'est possible d'avoir un taux assez fort, mais il ne doit surtout pas être trop élevé, sachant qu'au-delà de 10% de NPI, on engendre des problèmes de délivrabilité assez importants. Parce que les fournisseurs d'accès peuvent prendre ça pour du nettoyage de fichiers. On verra ça plus loin. Donc, les stats pour une boutique e-commerce, ça peut permettre de prévoir son stock. On peut être proactif dans l'achat de ses produits. Si on voit qu'il y a un produit qui a un super taux de clic, on va gérer son stock de façon à pouvoir répondre à la demande sur ses produits les plus performants. Trouver le bon rythme d'envoi. Donc, on est là sur la gestion de la pression commerciale. Donc, une pression commerciale trop forte, ça peut être embêtant au niveau des livrabilités, au niveau taux de désinscription. Donc ça, on peut l'évaluer avec le taux de désinscription. Justement, un taux de désinscription trop élevé peut indiquer une pression commerciale trop forte. Donc, j'ai pas vraiment de rythme à vous donner parce que ça change énormément suivant l'activité. En B2C, e-commerce avec des offres très variées, on peut avoir une pression commerciale assez élevée, hein, voire un envoi tous les jours ou tous les 2 jours. Et par contre, pour du B2B avec une offre unique, un envoi par mois ou un envoi toutes les 2 semaines, c'est pas mal. Et donc ensuite, la meilleure manière de faire, une bonne pratique, c'est d'essayer de demander à chaque destinataire le rythme d'envoi qu'il souhaite. On peut, lors de l'inscription, demander est-ce que vous voulez recevoir un mail tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, voire thématiser ces newsletters. Enfin, donc les stats peuvent nous permettre de scénariser des envois. On peut augmenter la performance d'une campagne grâce à des relances ciblées. Par exemple, relancer sur les non-ouvreurs, relancer sur les cliqueurs qui n'ont pas été transformés. Voilà, donc ça permet d'augmenter la performance de la campagne en renvoyant un petit nombre d'adresses au final. Est-ce que vous avez des questions là jusqu'à présent? Est-ce que vous m'entendez bien? Non, bon, alors on va passer à la suite.
On reviendra bien sûr sur chacun de ces taux par la suite. Donc justement, on va passer au taux d'ouverture. Donc le taux d'ouverture, il faut bien distinguer ce qu'on a, enfin les deux taux d'ouverture qu'on a chez la plupart des routeurs, donc le taux d'ouverture unique et le taux d'ouverture total ou le taux d'ouverture cumulé, suivant la plateforme emailing, c'est total ou cumulé. Le taux d'ouverture, alors l'illustration là que j'ai mis sur le slide, c'est sur la plateforme Ediware, donc on montre les deux taux. Le taux d'ouverture unique, ça compte un destinataire une seule fois. Ça permet de compter précisément le nombre de destinataires uniques qui ont réagi, qui ont ouvert. Alors que le taux d'ouverture cumulé, donc qui est plus élevé, compte chaque ouverture du message. Il donne une indication assez réaliste de la diffusion réelle du message. Les personnes à qui on a transféré le message préfèrent augmenter ce taux parce que l'internaute transfère ses marqueurs de tracking. Quand on a des statistiques de campagne qui nous sont communiquées où il n'y a qu'un seul taux, en général, c'est le taux cumulé qui est indiqué. S'il n'y en a qu'un seul, donc on est plus sur le taux cumulé. On prend un exemple 5, donc simple pour ce taux. Si donc j'ai un fichier de 100 clients fidèles, disons qu'il y en a 50 qui ouvrent le message, le taux d'ouverture unique sera de 50%. Par contre, le taux d'ouverture cumulé sera plus élevé que ça, surtout s'il y en a qui le transfèrent ou qui l'ouvrent sur plusieurs terminaux. Donc à la maison, au bureau, sur son mobile. Alors attention, là, il y a un petit piège. Ce taux, cet indicateur d'ouverture, il peut être calculé que de préférence sur les messages au format HTML. L'ouverture, elle est détectée grâce à une image invisible qui est dans le message. Donc c'est un petit pixel invisible qui est en haut du message, en général, en haut de la page, et qui transfère des informations sur un code, un numéro Thierry, sur l'internaute au serveur du routeur. Si jamais les images ne sont pas téléchargées, le marqueur d'ouverture n'est pas récupéré, l'ouverture n'est pas comptabilisée. Donc, si là c'est un piège, hein, des messages qui ne comportent que du texte, si l'internaute voit très bien le message et ne clique pas sur télécharger les images, s'il n'a aucune raison de débloquer les images, il ne sera pas compté. Et dans ce cas-là, sur un message texte, on a de grandes chances d'avoir une déperdition dans le comptage des ouvertures. Bon, il y a d'autres facteurs qui peuvent entraîner une déperdition, donc des logiciels de protection de la confidentialité ou une option ne pas me pister dans certains navigateurs. Donc le piège, c'est que certaines campagnes sont prédisposées à avoir une grosse déperdition de détection des ouvertures et du coup de se retrouver avec un taux d'ouverture très inférieur à la réalité. Si vous comparez deux campagnes, surtout comparer des deux campagnes qui sont du même type. On ne peut pas comparer les ouvertures d'une campagne, d'une au format texte, une au format entièrement graphique. Dans ce cas-là, il faut se comparer uniquement les nombres de clics. Le pourcentage d'internautes qui, comme moi, n'ouvrent pas les images. Donc ça, c'est en B2B. Alors, il n'y a pas de taux vraiment exact, hein. Nous, on arrive à le calculer sur une campagne parce qu'on va déterminer le ratio des gens qui ont cliqué et qui n'ont pas ouvert le message. Donc, on va savoir combien de cliqueurs n'ont pas été détectés en ouvreur. Ça nous donne un ratio et on peut avoir une petite idée du taux de déperdition. Et on se rend compte qu'il dépend plus de la forme du message que vraiment de savoir si on est en B2B ou en B2C. Au niveau consultation, les deux se rapprochent, hein. On a beaucoup d'entreprises qui consultent comme des particuliers, hein, dans un webmail, qui sont sur Hotmail, sur Wanadoo, surtout dans les petites boîtes. Bon, par contre, dans les grosses sociétés, on est sur du Lotus, du Outlook, où là, les images vont être quasiment tout le temps bloquées. Je pense que on peut partir sur 50.
50% des gens qui bloquent les images, mais avec une grosse habitude de ces gens-là de débloquer les images, hein. Ils le voient tous les jours. Donc maintenant, les gens savent qu'il faut débloquer les images pour voir le message. Si on ne télécharge pas les images mais qu'on ouvre en ligne, oui, on est comptabilisé quand même. C'est l'idée. On est comptabilisé à la fois en ouvreur et en cliqueur sur le lien miroir. Ok. Donc, autre chose, c'est important de connaître au préalable les taux d'ouverture moyens suivant le type de campagne qu'on fait pour savoir si on a réussi ou si on a une marge d'amélioration importante. Donc, je vais vous donner des taux, hein. On dira qu'une campagne est réussie quand on a un taux de clic cumulé d'environ 30% pour une campagne de fidélisation et 10% sur une campagne d'acquisition. Donc un peu plus en B2B sur un fichier bien qualifié, puis un peu moins sur une campagne d'acquisition B2C, sauf offre géniale. Si on connaît sa fourchette de taux à atteindre, donc on sait si on est bon et on sait si on doit explorer quelques pistes pour y remédier. Donc voilà, si je suis en dessous de ma fourchette, ce que je peux faire, c'est déjà me demander s'il y a un problème de délivrabilité. Est-ce que le message est arrivé en boîte de réception ou en spam? Donc ça, en général, on se rapproche du service technique du routeur pour savoir voilà, s'il y a eu un problème potentiel sur la campagne. Et le service technique fait des tests de délivrabilité tout simplement, notamment en comparant les taux d'ouverture entre les différents FAI. Si j'ai 20% d'ouverture en moyenne et que j'ai 2% chez OneWood, chez Wanadoo par exemple, c'est qu'il y a eu un souci sur ce FAI. Donc ensuite, se demander si on a testé différents objets. Un objet moyen, ça peut dégrader pas mal les performances. Savoir si la pression commerciale est trop élevée, hein, bien sûr. Si une personne qui reçoit tous les jours, au final, va pas forcément ouvrir tous les jours. Se demander si le message a été envoyé à la bonne période. Pendant une période de vacances, les stats baissent, les taux d'ouverture baissent. Il faut attendre plus longtemps avant de considérer les stats comme définitives. D'ailleurs, ne regardez pas vos statistiques tout de suite après avoir envoyé. Il faut quand même attendre 24-48 heures avant de tirer des conclusions. Une heure après, donc c'est vrai que ça commence à réagir, hein. On a souvent le pic d'ouverture après l'envoi, si on est aux heures de bureau ou à des heures normales. Mais voilà, le nombre de gens qui ouvrent tardivement est quand même très très significatif. Donc autre taux, le taux d'abouti ou le taux de délivrabilité suivant la plateforme. Donc c'est le taux qui apparaît en premier sur une campagne. Donc c'est le taux qui apparaît en haut du rapport de statistiques en général. Donc attention là, il y a un piège aussi, c'est pas le nombre de mails qui sont arrivés en boîte de réception. Ça ne tient pas compte des newsletters qui seraient écartés par un filtre anti-spam. Si le message est refusé par le serveur de messagerie du destinataire, il n'est pas compté dans les aboutis parce qu'il y a eu une erreur. Par contre, s'il est juste classé dans la boîte spam, il sera considéré comme abouti parce qu'on, sur la plupart des FAI, on n'a pas forcément l'information de savoir comment il est classé à l'arrivée. On sait juste qu'il est arrivé sur le serveur de messagerie du destinataire, mais on ne sait pas s'il l'a eu directement dans sa boîte de réception. Donc, quand un internaute classe lui-même un message en spam ou en expéditeur à risque pour se débarrasser de vos mails, hein, tout simplement, il a des chances d'être compté comme abouti par la suite. Voilà, sauf si les messages finissent par être refusés par son serveur, notamment en cas de grand nombre de plaintes sur les FAI grand public. En général, donc, on sait que s'il y a un classement massif des messages d'une campagne en spam, on peut avoir un taux d'abouti normal dans un premier temps, un taux d'ouverture mauvais. Et là, ce qu'il faut que je fasse, c'est, pour confirmer si je suis vraiment dans ce cas-là, vérifier si le taux de désinscription de la campagne
des précédentes et aussi les nombres de plaintes ne sont pas trop élevés. Voilà, un taux de désinscription et un nombre de plaintes énorme sur une campagne, en général, ça dégrade les performances de la suivante. Donc pour éviter de se retrouver dans cette situation, voilà, n'hésitez pas à mettre toujours en bas des messages si vous recevez ce mail, c'est parce que vous vous êtes inscrit et voilà, mettez des détails sur la collecte du message, enfin la collecte de l'adresse. Donc toujours expliquer d'où provient l'adresse, pourquoi est-ce que vous envoyez ce message légitimement. Voilà, ça améliore la délivrabilité dans le temps. Donc Laure qui dit que son service technique dit que ses messages sont bien délivrés alors que ses clients disent qu'ils ne reçoivent rien. Alors, il faut que le service technique fasse une analyse de la délivrabilité. Donc, il voit par fournisseur d'accès quelles sont les statistiques, voir s'il y a des manques sur, enfin, des baisses de statistiques sur certains FAI, voir si les paramètres d'envoi, donc IP, nom de domaine d'expéditeur de tracking, sont pas dans des RBL. Des RBL, c'est des listes noires, en fait, d'IP, d'adresses IP, d'adresses de nom de domaine qui vous définissent comme spammer. Donc certaines listes peuvent ne pas être gênantes pour la plupart des destinataires. Par contre, dans certains cas, ça va bloquer. Sachant que voilà, quand on va vers du B2B, notamment dans les grandes entreprises, chaque messagerie est différente. On peut avoir un blocage sur certaines boîtes, donc des gens qui disent qu'ils ne reçoivent rien, mais parce que l'anti-spam est réglé vraiment de manière très très agressive. On a vu des anti-spam de banque qui mettaient les messages à la corbeille dès qu'il y avait un lien, par exemple. Donc voilà, dans ce cas-là, on peut rien faire, c'est au client de gérer aussi. Enfin, c'est au destinataire de gérer. Si c'est réglé pour pas recevoir un message marketing, il ne recevra pas. Au niveau des mentions légales, coordonnées, RC, j'y reviendrai après sur le taux de réactivité, mais oui, c'est obligatoire de le mettre. Enfin, et puis de toute façon, c'est une question de bon sens. C'est bien que l'internaute puisse identifier à qui il a affaire. Voilà, c'est la moindre des choses. Par contre, le lien de désinscription, oui, est totalement obligatoire. Le taux de désabonnement, donc c'est un indicateur important sur le niveau de qualité de la campagne. Si ça indique si une offre est adaptée à la cible, par exemple une proposition qui est complètement à côté de la plaque, hors des centres d'intérêt de votre cible, ça donnera un taux de désinscription très élevé. Ça évalue la qualité de la collecte des mails. Des mails des mails non demandés, donc envoyés sans le consentement des internautes, ça amène forcément un taux de désinscription élevé, plus les risques de délivrabilité après. Donc certains internautes, plus la qualité va baisser, plus les internautes vont préférer classer le message en spam plutôt que de se désinscrire. Donc s'ils ont un manque de confiance ou si le lien de désinscription n'est pas assez accessible ou n'est pas assez mis en évidence. Donc ça, important aussi, il faut que la désinscription soit facile. Il faut que ce soit en évidence, clair et facile. Dans un mail, si on m'oblige à aller rechercher mon login et mon mot de passe client pour aller me désinscrire, voilà, si je ne les ai pas sous la main, j'aurais vite fait d'appuyer sur le bouton spam pour ne plus recevoir les prochains. Donc attention, la désinscription, c'est une information qui est importante. Je vais vous donner un chiffre, un taux de désinscription supérieur à 1% par rapport à l'ensemble des envois, ou un nombre de désinscrits supérieur au nombre de clics. Ça veut dire si j'ai plus de désinscrits que de gens qui ont cliqué, ça mérite d'analyser très précisément la campagne. Voilà, s'il y a plus de désinscrits que de cliqueurs, je dégrade mon fichier. Et clairement, je n'intéresse pas les gens. Passons au taux de clic. Donc, comme pour les ouvertures, le taux de clic, il y en a deux. Il y a le taux de clic unique et le taux de clic cumulé ou total suivant les routeurs. Le taux de clic unique, ça représente un cliqueur. Enfin, les cliqueurs, un cliqueur. Donc, un cliqueur, c'est un destinataire qui a cliqué sur un ou plusieurs liens.
quel que soit le nombre de fois, alors que le taux de clic cumulé, ça compte tous les clics sur chaque lien. Donc, le taux de clic, il indique si le message a été pertinent. Ça reflète vraiment la performance de la campagne. Un bon taux de clic, ça assure aussi une bonne transformation derrière. Donc, quel que soit l'objectif de la campagne, hein, voilà, à partir du moment où les gens ont cliqué, c'est qu'ils sont intéressés par ce que vous envoyez. Donc, quelques pistes pour booster votre taux de clic. Donc, je ne vais pas revenir dessus, hein, mais comme pour les ouvertures, segmenter sa liste et avoir le bon ciblage, c'est pertinent. Il y a la technique de la vidéo, donc, qui peut s'adapter dans certains cas. Une vidéo, ça peut générer beaucoup de clics. Enfin, pas une vidéo, mais une image avec un lecteur vidéo qui incite l'internaute à cliquer sur le bouton play. Attention à ne pas décevoir l'internaute, hein, la vidéo doit être pertinente, inciter à l'action. Voilà, c'est remplir un formulaire, acheter. Les boutons de partage sociaux permettent également de diffuser le message aussi par d'autres canaux. Et enfin, la forme du message est importante, notamment le fait qu'il soit responsive. On a un nombre toujours plus important d'internautes qui consultent ces mails sur d'autres terminaux qu'un ordinateur, donc mobile, tablette. Donc moi, j'avais en tête 8% des gens qui consultent sur mobile et 4% sur tablette. Enfin, des messages consultés sur mobile et tablette, mais bon, ça évolue toujours à la hausse. Donc voilà, c'est pertinent d'avoir un affichage correct là-dessus. Donc pour améliorer votre taux de clic, quelques pistes, hein, suivant, voilà, qui peuvent être adaptables suivant votre activité. Donc être clair et concis. Il ne doit pas y avoir trop de texte ni trop de liens. La prochaine étape, c'est-à-dire ce que doit faire l'internaute après, ça doit être mis en évidence. L'internaute doit savoir tout de suite ce que vous attendez de lui. À gauche, donc là sur le slide, je vous ai mis une capture d'un message d'invitation à un petit déjeuner sur un de nos clients. Donc il est assez performant. Dans le premier tiers, on a les informations essentielles, la date, l'heure, le lieu, le thème. Donc l'appel à l'action, il est mis en évidence juste après le programme. Donc là, c'est un je m'inscris. Quand je reçois ça, je sais ce qu'on attend de moi, voilà, que je m'inscrive à cet événement et je sais comment faire. À droite, j'ai mis un autre message d'un autre client, c'est un fabricant de meubles. C'est un message qui passerait bien sur de l'information vers des clients existants, donc qui connaissent l'annonceur. Bon, par contre, sur de la prospection, on a quelques lacunes. Quelqu'un qui reçoit ça, qui ne connaît pas l'annonceur, voilà, il va devoir regarder à deux fois avant de savoir ce qu'il vend et ce qu'il veut. Voilà, on a des images assez génériques, on n'a pas la thématique, il n'y a pas de lien, enfin, à part pour télécharger le catalogue. Heureusement, il y a un numéro de téléphone. Voilà, donc pour de l'information, pourquoi pas, mais pour de la prospection, on n'est pas du tout cohérent par rapport à un objectif de générer des leads. Donc sur le taux de clic aussi, c'est travailler sur les actualités, pas uniquement sur les promos. Ça attire l'attention des lecteurs. Donc par exemple pour Halloween, on a vu des objets style des prix monstrueusement bas. Ou bien là sur l'exemple que je vous ai mis, c'est bientôt les vacances de la Toussaint. Et si cela ne vous fait pas peur, la nuit la plus effrayante de l'année arrive à grands pas. Donc voilà, ça attire l'attention. Voilà, c'est pas très long d'adapter un peu ces campagnes en fonction de l'actualité. Et voilà, ça attire tout de suite l'attention des internautes. Passons au taux de réactivité. Donc le taux de réactivité, c'est le taux de clic rapporté au taux d'ouverture. Donc un exemple, si j'ai 100 envois et 30 ouvreurs, 3 cliqueurs, le taux de réactivité, ça va être les 3 cliqueurs rapportés à mes 30 ouvreurs, c'est 10%. Alors c'est super important comme taux parce que c'est vraiment le seul qui dépend que de la performance du message. Ça ne dépend pas de la délivrabilité, ça ne dépend pas de l'objet.
Ça dépend que du message. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà reçu, qui ont déjà ouvert. Et on va regarder sur ces gens-là uniquement le volume, enfin le taux qui va cliquer. Donc un taux de réactivité, moi en général je dis qu'on va viser 10% de taux de réactivité. Bon, ça peut être moins sur certaines activités, mais 10% c'est bien, c'est pas mal. Je pense que c'est ce qu'il faut viser. Et la seule manière de l'améliorer, c'est la qualité du contenu. Donc l'adéquation cible-contenu, c'est est-ce que les produits ou les offres proposées sont intéressants pour mes destinataires ou est-ce qu'il faut que je segmente autrement? Et vérifier l'adéquation objet-contenu. L'objet doit annoncer ce que le lecteur va trouver dans le mail. Si se sent trompé, ça passera pas. Donc, tout le monde a déjà reçu des mails de prospection avec des objets du style votre demande de devis, votre demande de renseignement. Alors moi, je suis le premier à ouvrir ce type de message, mais si j'ai un message complètement publicitaire et uniquement graphique dans le message, ça finira vite à la corbeille. Donc, au niveau des tests pour l'amélioration du taux de réactivité, donc là aussi, l'A/B testing, c'est important. On peut tester différents messages et voilà, graphique, pas graphique, enfin, avec différentes accroches et voir si ça fait évoluer le taux de réactivité. Je vais passer rapidement sur le taux de transfert. Donc, ça mesure la viralité du contenu. C'est le nombre de gens qui ont transféré le message. Donc, plus il est personnalisé, mieux ce sera transféré. Voilà. Et puis l'appel à l'action pour transférer, ceux qui marchent le mieux, c'est ceux qui sont dans le corps du message, plus que dans le header ou dans le footer. Donc, bon, par contre, il faut savoir qu'actuellement, les internautes préfèrent transférer par mail que par réseaux sociaux. Voilà, et puis c'est les messages les plus simples et les plus clairs qui vont être plus facilement transférés. Donc voilà, un objet simple, voilà, avec une seule thématique dans le mail sera mieux transféré. Alors est-ce qu'on peut compter le taux de transfert? Ça dépend. La plupart du temps, oui. S'il est transféré via une interface proposée par le routeur, oui, à tous les coups. S'il est transféré manuellement via la messagerie, on va pouvoir l'évaluer grâce aux ouvertures. Donc on va détecter qu'il y a des gens qui ont ouvert les marqueurs d'ouverture d'un internaute à partir d'autres réseaux. Donc voilà, quelqu'un qui est détecté comme ayant ouvert 70 fois, c'est pas forcément qu'il a adoré votre message, c'est peut-être aussi qu'il a beaucoup transféré, surtout si les IP d'ouverture sont toutes différentes. Donc ça, on l'évalue automatiquement. On peut, voilà, dans nos statistiques, on le marque. Donc voilà, moi je passe vite sur le taux de transfert parce que je ne suis pas en avance. Donc, et je voulais parler surtout du taux de conversion. Donc c'est le dernier taux. Ça apparaît pas dans les stats d'une plateforme de routage emailing, sauf configuration particulière. Donc on peut intégrer du Google Analytics pour essayer de mesurer le taux de conversion si le site est adapté. Donc c'est le nombre de fois où l'objectif a été atteint comparé au nombre de cliqueurs. Si on veut évaluer la performance du process de conversion, ou comparé au nombre d'ouvreurs ou même d'aboutis si on veut évaluer de façon plus générale le retour sur investissement de la campagne. Donc oui, effectivement, Isabelle, oui, avec Google Analytics, si on le lit avec la plateforme emailing, on peut avoir le taux de conversion. Encore faut-il que ce soit paramétré sur le site. Donc pour une boutique e-commerce, ce taux de conversion, ça va être le nombre de ventes ou le chiffre d'affaires généré par la campagne emailing. Pour une invitation à un événement, ça va être le nombre d'inscrits. Pour de la prospection, donc soit le nombre de ventes, soit le nombre de leads, de contacts générés. Quelques pistes d'amélioration donc pour améliorer sa transfo. Donc un message, l'ergonomie, la forme, un message moderne, sobre, qui est en adéquation avec votre activité, ça transformera mieux. Et surtout, faites tout pour rassurer le lecteur, surtout si vous n'avez pas encore une grosse notoriété. Donc c'est des petites choses simples, pas de faute d'orthographe, c'est évident, des images de bonne qualité, un numéro de téléphone, les coordonnées de l'entreprise au bas du message, on y revient,
les mentions légales, le numéro de déclaration CNIL. Pour une boutique e-commerce, c'est bien d'afficher les moyens de paiement, la sécurisation, le logo du tiers confiance, le cas échéant. Tout ce qui est Afianet, FEVAD. Donc n'oubliez pas, voilà, le client il n'est pas en face de vous. Il faut le rassurer autrement. Je pensais aussi à une page à propos de nous, par exemple avec des informations sur l'entreprise, c'est pertinent. Indiquer éventuellement donc pour les boutiques e-commerce le délai de livraison moyen, enfin, s'il est bien, sinon c'est pas la peine. Et voilà les conditions de règlement, les liens vers les conditions générales. Donc voilà, une petite présentation rapide là, de la société Ediware. Donc on existe depuis 14 ans. On envoie plusieurs centaines de millions de mails par mois. On gère notre propre plateforme. C'est nous qui l'éditons, qui l'exploitons. Et donc on pourra répondre à toutes vos problématiques autour du routage email marketing. Voilà, bon, vous voyez sur ce slide, on est membre du SNCD et on est adhérent Signal Spam. C'est-à-dire qu'on a, voilà, on a des accords pour avoir les désinscrits, les désabonnements chez Signal Spam, mais aussi les statistiques de plainte chez tous les FAI, enfin chez la plupart des FAI français. Donc ça permet d'être proactif sur la gestion de la délivrabilité. Voilà, et puis il y a quelques références, mais voilà, le service commercial sera plus à même de donner des références qui sont adaptées à votre activité. Ah oui, et puis la charte SNCD développement responsable, c'est un engagement autour du développement durable. Voilà, qu'on a pris l'année dernière. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on peut vous aider à atteindre vos objectifs, hein, n'hésitez pas à contacter notre équipe. Je vous invite à laisser des commentaires ou une note, hein, sur la page du webinar. Ça me permettra de m'améliorer pour le prochain. Et voilà, donc là je vais essayer de regarder un peu vos questions.